Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, en ce début février, jour des crêpes aujourd'hui. Mais enfin, on va pas parler de crêpes. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la recette des crêpes que je vais vous donner. Je vais vous parler d'auto-entrepreneuriat. Je suis donc Monique Santaille, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Hem, L'idée, c'est de vous donner un peu le mode d'emploi aujourd'hui, en 2023, et de vous donner les pistes, en fait, de lancement, on va dire, pour bien se préparer, pas se lancer à l'aveuglette et savoir un petit peu ce qu'il en est du régime de l'auto-entrepreneur. On ne pourra pas rentrer dans les détails de chaque, sujet de cotisation. Ça fait l'objet, d'une prestation et d'une formation, que l'on pourra vous délivrer. En tout cas, pour l'instant, on va faire le tour un petit peu de tout. Alors vous voyez les questions, qui sont posées, ben, comment bien comprendre ce régime de l'auto-entrepreneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien se faire accompagner? Quel parcours il faut suivre? Je vous parlerai du parcours, idéal pour effectivement lancer un projet. Dans quel ordre on fait les choses en auto-entrepreneur? Comment aussi anticiper les aléas? Comment savoir se protéger et de quoi se protéger quand on quitte, par exemple, une activité de salarié ou quand on démarre tout simplement pour la première fois son activité en indépendant? Souvent, ces aléas sont ignorés ou ne sont pas en tout cas pris en considération et c'est extrêmement important aujourd'hui de bien les connaître et de savoir prendre ses propres décisions. Quels sont les dispositifs qui existent pour préparer son projet, notamment en matière de prise en charge de formation? Quels sont les parcours, heu, facilités, on va dire, notamment avec l'UAE pour pouvoir, disposer de sessions de formation prises en charge facilement? Heu, Qu'est-ce qu'on apprend en fait dans ces parcours et dans ces dispositifs? Et ben, ce qui constitue en tout cas vos principales questions, savoir calculer ses prix et trouver ses clients parce que votre meilleur allié, c'est votre chiffre d'affaires. Mais pour y parvenir, il faut savoir faire ça et ça, on l'apprend pas à l'école. Et puis comment obtenir de l'aide pour s'immatriculer en 2023 puisque c'est devenu un peu compliqué avec le guichet unique qui ne fonctionne pas de manière opérationnelle encore. Et donc, comment faire les démarches et comment on peut vous aider à l'UAE pour vous accompagner dans cette démarche, en tout cas d'immatriculation, pour obtenir son numéro SIRET une fois que son projet, évidemment, est préparé. Alors, l'Union des auto-entrepreneurs, c'est tout d'abord une association qui existe depuis le tout début du régime, puisque elle a été fondée et elle est présidée par François Hurel, qui est la personne qui, à l'époque, a fait ce travail d'étude dans d'autres pays en 2007-2008 pour voir qu'est-ce qu'il en était du travail indépendant dans d'autres pays comme l'Australie, l'Argentine ou le Canada. De là, eh bien, il a constitué effectivement les petites briques de simplicité, de possibilité de cumuler et puis de pouvoir déclarer en ligne et payer ses cotisations en ligne et au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc il a ramené la simplicité et c'est l'auto-entrepreneuriat qui, depuis 14 ans, a amené la simplicité d'inscription, la simplicité de création, la gratuité de création aussi de son activité indépendante. C'est une association nationale qui parcourt, les salons, digitaux et les salons présentiels et qui est constituée de bénévoles qui sont tous dans leur vie, auto-entrepreneurs et pour ceux qui sont les plus anciens dans notre association, aujourd'hui, certains ont évolué, sont employeurs aujourd'hui, ont fait évoluer leur auto-entreprise et cetera. Hem, alors moi, je voudrais vous parler de justement comment faire pour se lancer aujourd'hui. Alors fort de l'accompagnement, de l'écoute, du suivi de tellement de porteurs de projets depuis 14 ans, qui ont créé en auto-entrepreneur. Vous voyez un petit dessin qui a d'ailleurs été fait par une adhérente de l'association qui elle-même est auto-entrepreneur et qui a suivi tout le parcours et qui, a fait ce dessin, qui résume vraiment bien, ce qui se passe. Alors vous avez sur la première ligne ce petit bonhomme, qui circule avec sa perche et qui se lance. Super, il est allé chercher son numéro SIRET et maintenant il fait quoi? Il est suspendu à sa perche, il attend les clients, il verra bien. Il va certainement y arriver un jour, mais c'est pas facile et donc cette suspension à la perche, c'est une situation très désagréable, qui peut être anxiogène, qui fait qu'on n'est pas sûr de son projet, on n'est pas sûr de son offre, on ne sait pas ce qu'on vend, on ne sait pas où sont ses clients. On y va un peu comme ça, la fleur au fusil et c'est vraiment pas ce qu'on conseille à l'UAE. Vraiment, on a l'intention et on le fait aujourd'hui de vous accompagner
en vous apprenant à être autonome. C'est-à-dire à être vous en capacité de comprendre quelle est votre offre et de la définir, de calculer vos prix et savoir ce qu'il y a dans ces prix, de trouver vos clients, c'est-à-dire où sont-ils, comment faire pour les atteindre, mais ça se fait pas tout seul. Il faut un peu travailler, on vous aide à travailler ça et à savoir, où sont les segments de vos clients. Je rappelle qu'on ne vend pas la même offre à tout le monde. On peut décliner son offre en plusieurs types d'offres et tout comme on ne vend pas à une seule typologie, pardon, de clients, mais à plusieurs types de clients. Et c'est ça qui est important de définir pour pouvoir être efficace dans sa prospection, trouver des clients, rentrer du chiffre d'affaires et effectivement pouvoir développer tranquillement et avoir un peu de sérénité. L'objectif étant, je le rappelle, quand on crée son activité, que ça soit à titre et particulièrement si c'est à titre, principal, si c'est véritablement pour en faire votre activité essentielle, qui va vous faire vivre, eh bah, c'est de générer un revenu. Donc la façon de préparer ce projet va être de partir du revenu que vous souhaitez atteindre, que vous aimeriez. Alors bien sûr, il y a des hypothèses basses et des hypothèses hautes qui sont à faire, mais idéalement, c'est de savoir: «OK, je me lance, je veux générer un revenu, je vais vivre uniquement de cette activité, c'est quoi ce que je veux atteindre?» Si c'est en activité complémentaire, ça peut être tout aussi important de générer ce revenu parce que ça peut être en complément d'une activité, par exemple à temps partiel ou, en complément d'une retraite ou en complément, d'une activité, d'étudiant. En tous les cas, l'idée, c'est de vous permettre de réussir, de générer ce revenu et c'est vrai que, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, dans les au fil des formations que l'on délivre, c'est d'avoir des mails quelques semaines plus tard, mois plus tard d'auto-entrepreneurs qui se sont installés et qui disent: «Ça y est, Monique, j'y suis arrivée, j'ai fait mon virement mensuel du compte de mon auto-entreprise vers mon compte personnel». Donc c'est ça gagner l'autonomie et aujourd'hui, la majeure partie, pour pas dire la totalité des porteurs de projets qui s'installent et vous êtes, 3 500 par jour à vous immatriculer, enfin c'était sur les derniers chiffres de décembre, pour être auto-entrepreneur, la plus grande le plus grand objectif de tout le monde, c'est de mieux rééquilibrer la vie pro et la vie perso. Mais pour ça, il faut générer des revenus et en même temps se protéger. Donc voilà un peu le parcours à travers ce dessin qui vous permet de voir le petit travail, qu'il y a à faire et qu'on vous aide à comprendre et surtout à savoir faire pour pouvoir être autonome et le faire à nouveau sur si demain vous transformez votre auto-entreprise ou si vous créez une nouvelle offre. Alors, entrepreneur individuel, déjà, on va commencer par faire un petit peu de sémantique parce qu'on ne sait plus. Ce dessin, vous voyez, il date de 2015, donc ça fait longtemps qu'on explique qu'effectivement, être auto-entrepreneur, c'est le même terme que micro-entrepreneur, travailleur indépendant. Il y a deux types. Il y a ceux qui travaillent en entreprise individuelle au réel et il y a ceux qui sont sous le régime de l'auto-entrepreneur pour la facilité, de ce régime. En tout cas, le terme original, c'est auto-entrepreneur. C'est comme frigo. On dit tous qu'on a un frigo dans sa cuisine, ça vient du mot frigidaire. Donc le mot d'origine est auto-entrepreneur. Nous, à l'UAE, on préfère ce terme, on le conserve, comme l'URSSAF d'ailleurs, qui, vous verrez sur tous les documents, le site internet de l'URSSAF, emploie le terme d'auto-entrepreneur et d'auto-entreprise. Si vous allez sur le site des impôts, ils appliquent la nouvelle définition, à la lettre et ils appellent ça plutôt micro-entrepreneur et souvent avec entre parenthèses auto-entrepreneur. C'est vrai qu'en France, on aime bien changer les noms, mais en tout cas, voilà, il faut le savoir, c'est la même chose. Donc vous ne pouvez pas créer plusieurs auto-entreprises pour une seule personne, c'est une auto-entreprise par personne. En revanche, vous pouvez faire plusieurs activités dans une seule et même auto-entreprise. Alors, si on doit faire un tour en 10 points, histoire de vous faire un panorama un peu, de cet auto-entrepreneur. C'est tout d'abord quand vous entreprenez en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes une entreprise individuelle. Le statut juridique, le terme exact, c'est entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur. Donc vous êtes une personne physique, contrairement à ce qui est une personne morale, est une société. Puisque quand on crée une entreprise en France, il y a 2 chemins. Soit vous créez seul, en entreprise individuelle ou soit vous créez seul ou à plusieurs en société. Ce qui n'est pas la même chose et n'a pas les mêmes obligations. Quand on est auto-entrepreneur, on est ce qu'on appelle au régime micro-social et micro-fiscal simplifié. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple au niveau de la
des cotisations sociales pour votre sécurité sociale et au niveau de vos cotisations fiscales pour votre, imposition sur le revenu que vous aurez généré. Les formalités d'inscription sont simplifiées. Alors ça fait 14 ans, qu'on le dit. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué à continuer à dire puisqu'il faut attendre que le guichet unique, ait réparé tous ces bugs et soit facilité pour le chemin de l'auto-entrepreneur, de la création d'auto-entrepreneur. Mais en tout cas, c'est plus simple et c'est gratuit. La formalité de création de son auto-entreprise n'est pas payante. Si on vous demande votre carte bleue, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est véritablement gratuit. C'est la formalité qui est gratuite. Alors, c'est accessible à tous, que ce soit à titre exclusif, alternatif, cumulatif, que vous soyez salarié, que vous soyez retraité, que vous soyez étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez exercer cette auto-entreprise en tant que, enfin, à principal, c'est-à-dire que c'est votre activité principale, vous êtes indépendant à titre principal, mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, il y a des personnes qui travaillent de manière saisonnière en salarié et qui, pendant les 6 mois où elles n'ont pas effectivement d'activité salariée, ben, elles développent une activité, entrepreneuriale. Vous pouvez également cumuler tout en étant demandeur d'emploi. Votre allocation de demandeur d'emploi n'est pas, supprimée, elle est simplement réduite au fil de la croissance de votre facturation. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous facturez, vous encaissez du chiffre d'affaires, ça vous permet de générer un revenu et donc ça vient en défalcation d'une petite partie de votre allocation chômage, mais ça n'est pas perdu puisque c'est repoussé en autant de jours de droits à la fin de vos droits initiaux. Les cotisations sociales, alors quand on parle de je ne parle pas de charges, je ne parlerai jamais de charges parce que les charges, c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des dépenses que doit, assumer une entreprise pour payer à la fois ses cotisations sociales et à la fois ses coûts de fonctionnement. Donc les cotisations sociales, c'est ce que l'on paye, à l'État et notamment à l'URSSAF, en déclarant son chiffre d'affaires et en auto-entrepreneur, on paye des cotisations au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si on fait une facture de 1 000 € ce mois-ci, en février, et bien, si le client vous verse les 1 000 €, vous avez un chiffre d'affaires encaissé de 1 000 € et donc si vous êtes, admettons, je ne sais pas moi, consultant, et bien, vous serez en profession libérale, en activité libérale et donc votre cotisation sociale sera de 21,1. Donc ça veut dire que sur les 1 000 €, vous paierez 210 € de cotisation. En revanche, si ce chiffre d'affaires, admettons, vous avez facturé 1 000 € donc ce mois de février, mais votre client vous verse la moitié. Donc ce mois-ci, il vous verse 500. Alors à ce moment-là, vous déclarerez donc 500 € de chiffre d'affaires puisque c'est ce que vous avez encaissé qui compte et vous payez donc 21,1 de cotisation sur ces 500 €. Les 500 autres euros, vous les déclarerez le mois en tout cas où votre client vous les aura versés et vous paierez le reste des cotisations. C'est pour ça qu'on dit qu'en auto-entrepreneur, tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de cotisation sociale à payer. Ce qui vous permet de démarrer une activité, même si vous n'avez pas d'économie, même si vous n'avez pas de ce qu'on appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire de l'argent, à disposition en avance, eh bien, vous pouvez quand même tester votre idée sans prendre trop de risques et ça vous permet de ne payer ces cotisations qu'au fil des encaissements. Ensuite, il y a pas de comptabilité au sens comptable du terme, c'est-à-dire, pas de comptabilité d'engagement, c'est-à-dire pas tout ce qu'on doit faire avec un expert comptable, avec, le compte de résultat, tout ce qui est nécessaire pour une entreprise plus classique. Mais, et vous voyez le mais est en rouge et en gros, parce que, il faut gérer bien dès le départ. Il ne faut pas se dire: «Je verrai après», il faut gérer bien dès le départ. La seule chose qui vous est demandée en auto-entrepreneur, c'est de tenir un livre de recettes qui mentionne, ben, à quelle date vous avez effectué quelle prestation, vous l'avez vendue et vous avez été payé, vous savez qui est votre client, vous avez été payé quand et par quels moyens? Est-ce que c'est par virement, par carte bancaire et cetera? Moi, je recommande aussi d'ajouter un livre des achats, de telle sorte que vous sachiez et vous teniez un tableau de bord. Alors à l'UAE, on a, des réunions mensuelles et certaines, notamment, une des dernières a été faite sur la comment tenir un tableau de bord simplement.
qui a eu un gros succès, parce qu'il y a une grosse demande sur ça pour comprendre comment, on fait pour tenir son tableau de bord. C'est comme dans une voiture, hein, le tableau de bord, il vous sert à voir où vous en êtes de tout, en fait. Est-ce que vous avez assez d'essence pour rouler? Est-ce que tout fonctionne bien? À quelle vitesse vous roulez? Et cetera. Bah, c'est pareil pour votre auto-entreprise, il faut avoir ce tableau de bord, à minima. Hors champ de TVA, alors la TVA, c'est toujours quelque chose de compliqué dans les formations que l'on offre, donc dans le cadre de l'adhésion à l'UAE, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on explique aussi cette histoire de TVA pour que vous sachiez. Parce qu'on est tous des consommateurs, vous êtes tous des consommateurs, vous payez tous la TVA sur vos tickets de caisse. Si vous vous amusez, tout à l'heure à regarder les derniers tickets de caisse que vous avez et à comptabiliser la TVA que vous avez décaissée, vous, que vous avez payée aux commerçants à qui vous avez acheté des produits ou des services, eh bien, vous vous rendrez compte qu'elle existe cette TVA. Elle est pas C'est pas une vue de l'esprit, sauf qu'elle n'appartient pas à l'entrepreneur qui la facture. Le consommateur final la paye. Quand on travaille d'entreprise à entreprise, on parle toujours en hors taxe et vous, vous devez, quand vous entreprenez, parler en hors taxe parce que votre chiffre d'affaires est hors taxe. Vous n'êtes pas concerné par la TVA au démarrage, en tout cas, dans vos premiers 35 000 ou 36 000 euros. À partir d'un certain seuil, au-delà des 35 000 euros, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme un petit peu avant. Quand on commence à frôler les 30 000 euros, ben, il faut s'en occuper. Cette TVA, vous devrez l'ajouter sur vos factures et puis elle sera donc de 20%, mais pour certaines activités de moins. Et là où il faut vraiment l'anticiper, c'est si vous n'avez qu'une clientèle de particuliers. Parce que là, le particulier, lui, il ne la récupère pas, contrairement aux entreprises classiques qui, comme vous, après, pourront la déduire sur leurs achats et donc la récupérer. Mais ça, bon, ça prend un petit peu d'explication. Je ne peux pas le faire là, on n'a pas assez de temps. Ensuite, en termes de protection, l'assurance professionnelle, notamment ce qu'on appelle la RC Pro, elle est recommandée. Elle comprend souvent une protection juridique et c'est préférable de le prendre. Et elle peut être obligatoire pour certaines activités comme les activités de l'artisanat. En tout cas, même si c'est pas obligatoire, moi, je préférerais presque que ça le soit parce que ça protégerait tout le monde, en tout cas, dans son activité professionnelle. Parce qu'à partir du moment où vous présentez un produit ou un service sur le marché, vous êtes en responsabilité, vous, en tant qu'entrepreneur, s'il se passe quoi que ce soit en lien avec ce produit ou ce service, une mauvaise délivrance, un mauvais conseil, mais aussi ben, un client de mauvaise foi, un problème aussi humain et un problème d'accident qui peut arriver lors de votre pratique professionnelle. Donc voilà, tous ces sujets-là sont à regarder de près. Et ensuite, c'est votre personne. Alors, c'est ce que moi j'appelle la prévenance envers soi-même. À partir du moment où on entreprend, on doit avoir de la prévenance envers soi-même et on doit bien connaître sa protection sociale. Parce que tant qu'on a été salarié, on ne le sait pas. En fait, on sait sur le bulletin de salaire qu'il y a un truc qui s'appelle la complémentaire santé ou mutuelle. On sait sur le bulletin de salaire qu'il y a un truc qui s'appelle la prévoyance, mais c'est l'employeur qui s'en occupe. Là, c'est vous qui allez devoir vous en occuper, qui allez devoir la financer. Alors certes, quand on quitte un emploi, on est par exemple en rupture conventionnelle, on a une portabilité de ses droits de mutuelle et de ses droits d'assurance prévoyance pendant 1 an. Mais il ne faut pas s'en occuper au bout d'un an, il faut s'en occuper avant et intégrer les coûts de cette mutuelle et de cette assurance prévoyance avant, de telle sorte qu'on puisse l'intégrer notamment dans ses tarifs. Voilà, donc tout ça, c'est à bâtir selon sa situation. Alors cette protection, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut identifier qu'il peut arriver quelque chose. Ce n'est pas réservé aux autres, ça peut nous arriver à soi. Donc il faut imaginer plusieurs scénarios. Déjà, il faut comprendre ce qui relève de l'obligatoire et du complémentaire. Alors, l'obligatoire pour votre santé, déjà, c'est que vous êtes couvert par la sécurité sociale. Tout le monde est couvert par la sécurité sociale. Donc, vous êtes couvert comme un salarié, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les soins, tout ce qui concerne les médicaments, vous êtes couvert pareil. Votre carte vitale, à partir du moment où vous entreprenez, si vous faites ça à temps complet, elle ne change pas, ce sera juste une mise à jour, mais il n'y a rien qui change, vous gardez votre médecin référent. La question, c'est la complémentaire. C'est-à-dire que vous aviez une complémentaire au préalable avec un employeur. Aujourd'hui, où vous démarrez dans la vie, vous êtes jeune et vous n'en avez pas encore pris, donc il va falloir vous pencher là-dessus. Donc savoir, quel est votre besoin de couverture complémentaire pour être sûr que le jour où vous tombez malade, vous avez bien un droit à compenser la dépense de santé et à ce qu'il y ait un reste à charge qui soit moindre pour vous.
De même, les indemnités journalières. Alors les indemnités journalières, elles sont versées par la sécurité sociale en fonction de vos droits à vous, c'est-à-dire en fonction de votre historique de cotisation. Quand vous arrivez, c'est votre première expérience professionnelle, vous arrivez dans la vie, ben, il faut attendre 1 an, pour que vous ayez acquis des droits, d'indemnité journalière et je rappelle, l'indemnité journalière, c'est le revenu de remplacement que vous verse la sécurité sociale sur votre compte en banque si jamais vous avez un accident ou une maladie et que vous êtes dans l'obligation de ne pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler pendant un certain temps et là, qu'est-ce qui se passe sur votre compte? C'est plus votre chiffre d'affaires qui rentre, donc il faut qu'il y ait un revenu de remplacement et pour ça, il faut s'en être occupé avant. C'est pas le jour où on a l'accident ou le jour où on tombe malade qu'il faut s'en occuper, ça sera trop tard. Donc ça veut dire qu'il faut avoir prévu, c'est ça que j'appelle la prévenance. Et la complémentaire, bah, c'est justement la complémentaire de prévoyance. C'est, un revenu de remplacement complémentaire à celui qui vous sera versé par la sécurité sociale. C'est-à-dire que sur la base et on parle encore du revenu, sur la base du revenu que vous aurez généré avec votre auto-entreprise, mais il faut que vous ayez des briques de protection qui, si jamais vous êtes arrêté pendant 2 mois, par exemple, vous ne pouvez pas travailler pendant 2 mois, bah, il faut que vous ayez sur votre compte en banque un revenu de remplacement pour pouvoir vous soigner et reprendre votre activité professionnelle sans avoir de problématiques particulières après. Voilà pour ce qui est de la protection, de la prévenance. Alors, dans ce parcours, pour se lancer, voilà un petit peu dans quel ordre il faut faire les choses. Là, aujourd'hui, vous êtes dans la partie bleue. Vous venez effectivement vous informer. L'idée, c'est de décrypter les choses, de bien les comprendre, d'où, le passage par des sessions de formation, préconisées par l'UAE pour pouvoir comprendre. Une fois que vous comprenez, vous maîtrisez mieux les choses et se protéger. Se protéger, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pas que ça, c'est aussi protéger ses données. Avoir conscience que vous pouvez gérer de la donnée de client qui est un peu sensible, mais aussi protéger vos propres données. Combien de cas on a d'auto-entrepreneurs qui finalement ont un problème d'ordinateur, soit ont eu un virus, soit, ont été victimes d'un hacking ou soit tout simplement, la tasse à café est tombée sur l'ordinateur et c'est plié. Et en fait, bah, il y en a beaucoup qui ne pensent absolument pas à la sauvegarde. Alors c'est sur le cloud, on nous dit: «Oui, mais où et comment on récupère les données?» Donc il faut véritablement faire cet exercice de sécurité, un peu comme les exercices incendie, c'est être capable de redémarrer, votre activité si la machine, elle marche plus. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est à la fois vous sensibiliser et à la fois que vous ayez les solutions pour pouvoir, vous protéger correctement. Ensuite, une fois que tout ça est décrypté, déjà, vous allez avoir une meilleure confiance en vous. Et là, on va passer à la validation de votre offre, c'est-à-dire définir ce que vous allez vendre, cibler vos clients. Il n'y a pas le choix, il faut en passer par là. Combien on peut voir de personnes qui entreprennent et qui commencent par créer un site internet? On sait très bien, ils mettent toutes leurs économies dedans, ils font développer un super site, mais sauf qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre à l'intérieur. Ils ne savent pas ce qu'ils vont vendre, ils n'ont pas préparé ça. Et donc, c'est justement ce sur quoi on veut insister à l'UAE, c'est vous permettre de définir clairement votre offre. Hem, j'ai dit il n'y a pas longtemps, dans une conférence, dans un salon, une fois, une dame me dit: «Mais moi, ça sera 44 € le prix de ma consultation». Je dis: «D'accord, mais il sort d'où le 44 €?» «Beh, parce que c'est à peu près le prix». «OK, c'est à peu près le prix». Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que votre client est prêt à payer, mais c'est pas à peu près le prix, c'est qu'est-ce que vous mettez dans ce prix? Le prix de vente, c'est votre socle, c'est ce qui va permettre de générer votre revenu et de payer vos coûts de fonctionnement. Donc c'est extrêmement important de le définir et puis du coup, de définir votre positionnement par rapport à la concurrence des concurrents qui font la même chose que vous, mais aussi des produits concurrents. Par exemple, vous décidez d'ouvrir une prestation de sophrologue, OK, votre client, ce qu'il cherche, son besoin, c'est il a besoin qu'on réponde à son besoin de mieux-être. Mais il y a pas que vous qui faites ça. Alors il y a d'autres sophrologues, OK, ça vous allez regarder, c'est très facile ça à regarder. Mais sauf que ce qu'il faut aller chercher et ce qu'on vous fait creuser, c'est aller chercher les produits concurrents. Les produits concurrents, ça va être par exemple le réflexologue qui lui a une autre technique, mais qui fait autre chose. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Ça demande un petit travail de préparation. C'est comme si demain vous décidez d'aller faire un marathon et vous ne vous préparez pas, ben, ça ne marchera pas. Donc cibler sa clientèle, s'organiser, c'est à partir de là où vous aurez fait tout ce parcours de la première partie de la spirale, où là vous pourrez organiser les choses, aller chercher votre numéro SIRET, parce que là vous saurez l'activité que vous allez faire précisément. Et à partir de là, eh bien, une fois que cette offre elle est validée, que vous savez ce que vous allez faire, vous allez concrétiser. C'est là que vous allez pouvoir communiquer et vendre. Parce que vous saurez communiquer
à votre cible et puis vous serez communiqué sur le produit ou le service que vous allez vendre. Et après, on passe à l'étape la plus sympa, c'est effectivement, bah, les axes de développement, c'est déjà commencer par facturer. Facturer avec rigueur, pas facturer 3 semaines après que la prestation ait été faite, hein. Facturer aussitôt. Votre facture, elle doit être prête quasiment dans l'heure de fin de votre prestation. Alors, il y en a qui facturent avant, qui encaissent avant, mais il y en a plein qui, notamment dans les services aux entreprises, qui mettent trop de temps à établir leurs factures, qui ne se sont pas renseignés sur les process des grandes entreprises aujourd'hui pour, recevoir les factures et donc ça peut prendre, plusieurs semaines si on ne s'est pas occupé du process de facturation de son client au préalable. Et après, bah, la bonne nouvelle, c'est encaisser et c'est effectivement pouvoir, envisager de déjà payer tous ses coûts de fonctionnement, payer ses cotisations sociales depuis son compte pro et puis ensuite faire un virement vers son compte personnel. Donc voilà, l'UAE, elle vous propose ça, de vous embarquer dans ce parcours, de vous embarquer dans ce travail que vous allez faire. Parce que c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes maître de votre projet et nous, on veut que vous soyez autonome. Donc, l'adhésion à l'UAE, ben, c'est 49 € par an. Vous avez une formation immédiate, donc vous choisissez la date. Elle est à une valeur de 150 € au CPF. Pour ceux qui ne veulent pas adhérer, mais qui veulent suivre la formation, c'est possible au CPF ou chez Pôle emploi. En tous les cas, elle est offerte, donc il faut en profiter. Ça a lieu les vendredis matins ou les samedis matins, de 10 h à 13 h, en ligne. Vous avez aussi un rendez-vous mensuel où je vous retrouve tous les mois, le deuxième lundi de chaque mois à 18 h en ligne et où on échange, bah, tous ensemble selon le nombre de personnes. On fait des salles d'atelier, où on discute, où vous nous posez vos questions, vous préparez vos questions au préalable, on y répond, on échange, vous échangez entre vous. Enfin, c'est des moments très, très sympathiques, chaque deuxième lundi du mois. Le prochain, c'est le 13 février à 18 h. Vous bénéficiez de tarifs privilégiés, évidemment, avec nos partenaires, mais aussi d'accès à des dispositifs, notamment, en ce moment, on a une possibilité de vous faire accéder à un dispositif de formation de 15 jours pour faire tout ce parcours-là. C'est, une formation qui est faite en partenariat avec le réseau des arts APL et l'UAE et donc qui vous permet d'avoir, une formation complète sur 10 jours, 2 semaines, en ligne et de faire des travaux pratiques sur votre propre projet tous les après-midi. Voilà. Donc c'est efficace. Les personnes qui sont actuellement en formation depuis plusieurs semaines, les cohortes qui se sont succédées, sont ravies. Donc ça se passe très bien, se lancent, avec pas mal enfin en tout cas moins d'angoisse, moins de solitude et beaucoup plus de certitude. Et en ce moment, la certitude, c'est quand même bien. Et puis la défense de vos droits sociaux aussi parce qu'il y a des tas de petits problèmes dans la vie de tous les jours et notamment des droits aussi à faire reconnaître, à faire appliquer en termes de droits à sécurité sociale, les indemnités journalières, les problématiques de retraite, voilà, donc tout ça, vous avez un accès aussi avec, notre partenaire Union Indépendante pour la plateforme de revendication des droits. Donc voilà, ma dernière, préconisation, c'est ça, c'est de vous permettre d'adhérer, de vous former et d'être indépendant le plus possible et autonome. Voilà. Donc c'est ce à quoi on s'emploie à l'UAE et je serais ravie de vous retrouver et dans les réunions mensuelles et dans certaines formations, que j'anime ou que d'autres personnes animent. En tout cas, on est à votre écoute et nous, ce qui compte pour nous, c'est votre projet. C'est ce que vous allez mettre dans l'assiette. L'assiette, c'est la brique juridique, c'est le statut. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Donc ça, c'est à vous de le définir et on vous aide à le faire. Je vais laisser la place aux questions parce que j'ai quand même pas mal parlé. Le temps est court, c'est pas facile en une demi-heure. Alors, dans les questions, nous avons à l'URSSAF, on déclare notre CA total, c'est bien ça. J'ai compris que pour Pôle emploi, il faut déclarer le chiffre d'affaires ajusté par un abattement. Non, 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 non. En fait, c'est justement ce qu'on vous explique bien dans la formation. Alors, à l'URSSAF, vous déclarez votre chiffre d'affaires mensuel, par exemple. On vous conseille de le faire mensuel, d'autant si vous êtes à Pôle emploi. Parce que tous les mois, à Pôle emploi, vous déclarez votre situation. Donc, à l'URSSAF, vous déclarez votre chiffre d'affaires, ce que vous avez encaissé dans le mois, hors taxe toujours. Et vous paierez des cotisations sur ce chiffre d'affaires. Et à Pôle emploi, vous déclarez exactement le même chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Vous ne pratiquez aucun abattement, c'est Pôle emploi qui pratique l'abattement. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la totalité du chiffre d'affaires, mais qui tient compte que sur ce chiffre d'affaires, vous avez eu des cotisations sociales à payer et vous avez un abattement pour frais professionnels puisque c'est forfaitisé. Et donc, ça veut dire qu'ils vont pratiquer cet abattement. Ils ne vont pas considérer, par exemple, si vous avez fait 1 000 € de chiffre d'affaires en tant que, je ne sais pas moi, consultant, eh bien, ils vont pratiquer un abattement de 34 %. Donc, ça veut dire qu'ils vont tenir compte, ils vont considérer que pour vous, dans votre
poche à vous, sur votre compte à vous perso, vous avez pu vous virer 660 €. Donc c'est 660 € qu'ils vont considérer comme étant un revenu et à partir de là, ils vont, effectivement ajuster votre allocation chômage. Vous avez mentionné qu'il faut prévoir quelque chose pour la facturation. Alors la facturation, ce qu'il faut prévoir, c'est notamment quand vous travaillez pour une entreprise, quand vous êtes prestataire d'une entreprise, c'est connaître ses conditions de facturation. Comment on fait une facture? Est-ce que je fais un devis et vous me délivrez un bon de commande et je devrais avoir, la référence du bon de commande pour pouvoir éditer ma facture. Si vous n'avez pas fait ça, par exemple, au préalable, et ben, en fait, ça veut dire qu'à la fin de votre mission, c'est là qu'on va vous faire régulariser, faire un devis, recevoir le bon de commande et ensuite émettre votre facture et donc ça peut prendre des semaines. Donc c'est pour ça que quand vous avez une mission, que vous êtes d'accord, par exemple, par email, ça peut se faire par email avec une entreprise. Donc l'entreprise vous missionne pour faire votre activité de consultant, par exemple, auprès d'eux. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut demander les conditions de facturation. Donc est-ce qu'il faut faire un devis? Ce devis donnera lieu à bon de commande pour qu'ils engagent la dépense et donc ils mettent un numéro de bon de commande. Et ça, ce numéro de bon de commande, eh ben, le jour où vous avez fini votre mission, aussitôt vous établissez la facture avec le numéro de bon de commande dessus et vous demandez où vous devez envoyer la facture. Parce qu'on n'est plus au temps où on envoie la facture au service comptable et où il y a des comptables dans des bureaux avec des papiers, c'est fini. Donc maintenant, ça, il y a parfois des process, il faut parfois s'inscrire dans le compte fournisseur, créer son compte fournisseur auprès de l'entreprise et rentrer sa facture, l'envoyer par PDF à une adresse email dédiée, par exemple. Alors, bonjour, si on travaille avec des plateformes comme ComeUp ou Fiverr, comment doit-on déclarer par rapport au livre des recettes? Ah mais alors, quand vous travaillez via des plateformes de mise en relation, ce sont des plateformes qui vous permettent de trouver des clients. Ce sont des plateformes qui vous aident à vous développer commercialement, par exemple. Ou s'il y a des plateformes, par exemple, pour lesquelles vous établissez des prestations directes, en fait, votre livre des recettes, c'est toujours pareil. C'est vous avez vendu quoi, à qui et quand. Donc qui vous paye? Est-ce que c'est la plateforme qui vous paye ou est-ce que c'est le client que vous avez trouvé par le biais de la plateforme? En fait, ce qui est important, c'est qui vous facturez et qui vous payez. Donc dans le livre des recettes, vous devez indiquer l'intitulé, le libellé de la personne ou de l'entreprise que vous facturez et qui vous paye. Peut-on être salarié la semaine et auto-entrepreneur le week-end? Ben oui, 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 mais bien sûr. Vous n'êtes pas le seul. Il y a à peu près, je pense, je crois que dans les derniers chiffres, c'est presque 30 hein, des personnes qui sont salariées. Beaucoup effectivement la semaine ou le soir, hein. Le soir, pour certaines personnes qui terminent un peu tôt ou qui, ben, finalement ont la capacité de travailler le soir, bah, c'est le soir et le week-end que vous pouvez effectivement, développer une activité en parallèle de votre activité salariée. En tant qu'auto-entrepreneur, un logiciel CRM est-il obligatoire? Alors non, le logiciel CRM, c'est un outil de gestion commerciale de votre fichier client et de vos factures, par exemple. Alors le logiciel de facturation n'est pas encore obligatoire. Il l'est en revanche pour toutes les activités commerciales. Maintenant, il va le devenir et puis moi je vous encourage, véritablement à en être équipé parce que c'est plus simple, parce que ça vous permet d'avoir un tableau de bord qui se fait tout seul. Et puis ça vous permet surtout de transformer un devis en facture, de relancer automatiquement, de ne pas retaper à chaque fois, le nom de vos clients, et de pouvoir, taper les 3 premières lettres et puis pouf, le nom de votre client arrive et c'est plus facile dans la gestion du quotidien. Si je facture 1 000, je dois déclarer le montant total à l'URSSAF ou bien les 1 000 moins la TVA? Alors, c'est le montant hors taxe. Si vous êtes soumis à TVA, la TVA n'appartient pas. C'est ce qu'on vous explique vraiment dans la formation pour que vous compreniez cette histoire de TVA. En fait, la TVA n'appartient pas à l'entreprise. C'est de l'argent que les entreprises transportent pour les reverser à l'État. Donc ça ne vous appartient pas. Il ne faut surtout pas déclarer la partie de TVA dans votre chiffre d'affaires. Ça n'est pas du chiffre d'affaires, c'est de la TVA. Donc en fait, c'est une taxe. Du coup, vous déclarez toujours le hors taxe. Donc si vous facturez 1 000 incluant la TVA et qu'effectivement votre chiffre d'affaires hors taxe dans votre facture, c'est 800 que vous déclarez à l'URSSAF. La cotisation de 21,10 inclut-elle l'acquisition de points retraite complémentaires? Oui. Alors c'est ce qu'on vous explique dans, la formation, c'est que ça vous donne alors aujourd'hui, dans les 21,10, il y a une partie
de cette cotisation qui va à la partie maladie, maternité, paternité, et cetera. Il y a une partie qui va à la retraite, il y a une partie qui va à la partie, de la solidarité, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'avoir, avec toutes nos cotisations réunies, bah, de permettre de générer les cotisations chômage, enfin les allocations chômage, les allocations RSA, la CAF, et cetera. Donc en fait, ça veut dire que, dedans, il y a effectivement, des points retraite, enfin de l'argent qui va pour votre retraite. Maintenant, ce que l'on avec l'UAE, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'on demande, au gouvernement de préciser exactement le calcul de cette retraite. On sait à peu près que ce serait sur les 21,10, à peu près 16 qui seraient consacrés à la retraite dans cette cotisation, mais maintenant ce qu'on veut, c'est connaître le calcul précis aujourd'hui. Rupture conventionnelle, mais mon conjoint étant dans la société. Ah, je suis rattachée à lui pour la mutuelle. Je vais quand même devoir prendre une nouvelle mutuelle quand je serai auto-entrepreneur. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, rester rattaché à votre conjoint. C'est-à-dire que c'est le conjoint qui ou la conjointe qui paye la cotisation, que ça soit parce qu'il est indépendant ou soit parce qu'il est salarié. Donc là, j'ai l'impression qu'il a l'air salarié, votre conjoint. Donc en fait, ça veut dire que vous pouvez rester, mais il faut que vous sortez de votre, compte en fait personnel, à titre personnel, et que vous soyez rattaché en tant que conjointe sur le dossier d'affiliation de votre conjoint, auprès de la complémentaire mutuelle. Vous avez parlé de droits Pôle emploi, hop, j'ai perdu la page. Qui ne sont pas perdus, mais oui, ils sont effectivement remis en fin de période d'allocation. C'est-à-dire que, dans la mesure où vous faites du chiffre d'affaires, vous rentrez donc un revenu potentiel que vous allez vous verser. Donc ça veut dire que c'est exactement la même mécanique que quand vous êtes chez Pôle emploi, vous trouvez un job, par exemple en intérim ou un job, voilà, un CDD. À ce moment-là, pendant la période où vous travaillez, donc vous rentrez un revenu, vous le déclarez à Pôle emploi et Pôle emploi, quand vous êtes auto-entrepreneur, donc va, heu, faire un calcul avec l'abattement, hein. Il ne va pas prendre la totalité de votre chiffre d'affaires comme je l'ai dit précédemment, mais il va en fait, vous retirer de votre allocation du mois une petite partie. Cette partie correspondra à un nombre de droits en jours, puisque vous savez que Pôle emploi vous dit: «Vous avez droit à tant d'euros par jour». Donc il va diviser cette somme par le nombre de jours que ça représente, par votre indemnité journalière, et va le convertir en nombre de jours qui seront repoussés à la fin de votre fin de période initiale. J'ai déjà créé une activité de loueur de meublés professionnel. Tourisme classé, OK. Puis-je créer une autre activité en qualité auto-entrepreneur? Alors, si vous avez créé cette activité de loueur meublé en tourisme classé, et que vous l'avez fait en auto-entrepreneur, vous ne créez pas une autre auto-entreprise, mais vous pouvez ajouter une deuxième activité à l'intérieur de cette auto-entreprise qui existe déjà. Voilà. Faut-il être inscrit à Pôle emploi même si on est retraité pour monter son affaire? Ben non, sauf si vous cherchez un mais non, si vous avez liquidé votre retraite, non, non, vous pouvez vous inscrire au régime de l'auto-entrepreneur en étant retraité et pour compléter vos revenus. Vous n'avez pas besoin de passer par la case Pôle emploi, puisque vous êtes en statut de retraité. Votre formation, oui, les formations sont en distanciel. On a fait quelques tentatives de présentiel, mais c'est compliqué encore avec, les grèves, l'essence et tout le reste. Donc ça reste une formation qui est en distanciel, et d'autant qu'en plus elle est, la formation de 3 heures, donc qui est inclus dans l'adhésion, donc ça se fait donc en 3 heures en ligne, et puis la formation plus longue de 2 semaines, qui s'appelle «Déclic d'entreprendre» ou qui s'appelle, «Parcours créateur plus». Les 2 formules sont faites également en distanciel et avec une particularité, c'est que c'est une formation selon une pédagogie québécoise, et vous avez dans ce parcours des formateurs qui sont québécois et qui de temps en temps sont de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, plusieurs, activités. Dans ce cas, quel numéro SIRET favoriser? Alors non, on a un seul numéro SIRET par auto-entreprise, et à l'intérieur de cette auto-entreprise qui a donc un numéro SIRET, en fait, on peut avoir plusieurs activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont très différentes. On peut être moniteur de ski l'hiver et puis, traducteur, de contenu, le reste du temps. On peut aussi avoir une activité, par exemple, je suis pâtissier, donc je confectionne des gâteaux, donc je suis en activité artisanale.
mais aussi j'ai une autre activité. C'est-à-dire que j'ai monté un site et je vends, des objets. Donc, là, je fais du commerce, donc je suis aussi en activité commerciale et puis j'ai une troisième activité, je fais du conseil en confection de cartes, de pâtisserie pour les restaurants et donc du coup, j'ai 3 familles d'activités dans la même auto-entreprise, avec un seul et même numéro SIRET. Le tout est de savoir ce que vous ce que vous choisissez, quelle est votre activité principale qui, d'après vous, va porter votre chiffre d'affaires. Mais vous pourrez toujours modifier, hein, les activités. Alors je crois qu'il faut que je conclue, on me dit qu'il faut que je conclue. Donc je vous souhaite en tout cas, ben, de continuer à vous informer, mais surtout à comprendre, au-delà de piquer des informations à droite et à gauche, s'il vous plaît, allez plus loin, comprenez, appropriez-vous les choses pour les savoir. C'est comme le vélo, il faut savoir pédaler. Une fois qu'on sait qu'on est parti sans les roues arrière, sans les roulettes, on sait faire. Donc voilà, vous avez l'adresse du site qui s'affiche, c'est union-auto-entrepreneur.com. Vous avez un petit bouton en haut à droite, vous adhérez, puis on se retrouve bientôt et je serai ravie de vous accompagner. À bientôt!